Chaque année, la biodiversité de notre planète se réduit. Des espèces animales et végétales s'éteignent à jamais. Pourtant, le combat n'est pas perdu d'avance. Ainsi, dans notre Europe, certains animaux sauvages reviennent alors qu'ils avaient failli disparaître. La nature, dès lors qu'on l'aide un peu, possède une formidable énergie vitale. Vous en voyez beaucoup des cigognes? Oui! Donc il n'y a pas de problème, vous les connaissez bien? Oui! Ah, c'est quoi une cigogne, déjà pour commencer? Un oiseau. Elle est comment la cigogne? Elle est noire et blanche. Elle est noire et blanche, très bien. Je vois toujours cette gamine, quand je lui ai posé la question, une cigogne, en fait, pour toi, c'est quoi? Alors évidemment, elle a dit, la cigogne, c'est la biodiversité. Holt, Holt, ça c'est la maîtresse. Mais la cigogne, ça apporte les bébés. Holt, ça c'est la grand-mère. Mais pour toi, c'est quoi? Alors elle m'a dit, la cigogne, c'est joli, et ça fait que les gens, ils sont contents. Je crois qu'elle a tout compris. En Europe de l'Ouest, cette image de la cigogne blanche revenant sur son nid a bien failli faire partie d'un passé révolu. En France, par exemple, il n'en restait qu'une dizaine de couples en 1974. Un peu partout, des amoureux de la cigogne ont décidé de réagir. Scientifiques ou simples particuliers, certains ont réintroduit l'oiseau dans les régions où il allait disparaître. D'autres ont favorisé sa conquête de nouveaux territoires. C'est cette histoire d'homme au chevet d'un oiseau populaire et pourtant menacé, l'histoire d'une réussite incontestable que nous allons vous raconter. En France, la cigogne est depuis longtemps l'emblème d'une région, l'Alsace. Un ornithologue amateur passionné y suivait l'évolution de la population de cigognes depuis la fin des années 40. Alfred Schirer. Observant que seule une petite minorité des cigognes parties en Afrique en revenait l'année suivante, il alerte la presse au début des années 70. Aux plus belles années, combien y avait-il de cigognes en Alsace? Aux plus belles années, c'est-à-dire juste après la dernière guerre, nous avions 177 couples. Effectif qui était tombé l'an dernier à 10 couples et cette année à 9 couples. Mais elle est sur le point de disparaître et les raisons profondes ne sont pas à chercher chez nous-mêmes, dans la région. Il n'y a pas manque de nourriture à l'encontre de ce qu'on dit généralement. Elle est à chercher dans les quartiers d'hiver, dans ces quartiers d'hiver en Afrique noire, en Afrique occidentale, ex-française. Que se passait-il en Afrique pour expliquer un tel effondrement? Au tournant des années 1970, le Sahel connaît une sécheresse extrême. Les cigognes qui y passent l'hiver n'y trouvent plus leur stock de nourriture. Une alimentation qui se réduit d'autant plus que les insecticides alors employés contre les criquets empoisonnent le milieu naturel. Enfin, dans certaines régions, les oiseaux sont abattus par des populations affamées. En Europe de l'Ouest s'ajoutaient d'autres menaces. Les lignes à haute tension que l'oiseau heurtait en vol et l'avancée de l'agriculture intensive qui empiétait peu à peu sur son habitat naturel, les zones de marais. Aujourd'hui, les nids sont le signe le plus visible du retour des cigognes. Ils sont bâtis en hauteur, hors de portée de prédateurs comme la fouine. Arbres morts, cheminées, toits ou plateformes installées par l'homme,
les cigognes, dont l'envergure atteint 2 mètres, doivent pouvoir y accéder et en décoller sans gêne. Fin février, c'est souvent le mâle qui reprend possession du nid. La cigogne est monogame et les couples peuvent durer des années. Mais si son conjoint disparaît, elle reste fidèle à son nid. Le mâle veille et claquette pour éloigner les intrus. Ces claquements de bec sont la seule communication sonore de l'oiseau. Comme les jeunes adultes n'ont pas encore de nid, il peut se produire de brèves disputes. Attitudes d'intimidation et parfois coups de bec. Des affrontements rares et très brefs. Si l'intrus est une femelle, il est plus insistant et par son comportement se fait identifier comme possible partenaire. Les parades amoureuses sont aussi l'occasion de claquettements en duo. L'accouplement a lieu durant le mois de mars, plusieurs fois par jour. La Suisse a été le premier pays d'Europe de l'Ouest déserté par la cigogne blanche dès les années 30 et 40. C'est aussi le premier pays où un amoureux de l'oiseau a imaginé une solution pour contrer ce déclin. L'histoire a commencé ici, dans le village d'Altreux, près de Berne. En 1948, la cigogne ne nichait plus sur le plateau suisse et c'est à ce moment-là qu'un instituteur de la région, Max Bloch, a commencé ici même à construire des volières et il s'est procuré des cigognes d'Algérie et de l'Alsace pour les élever en captivité. Et ça marchait bien, elles ont produit beaucoup de jeunes, on pouvait les relâcher à la nature. On est aujourd'hui à 230 couples à peu près nicheurs en Suisse. Il y a 100 ans, il n'y en avait que 140 couples, donc a priori un grand succès. En France, au cours des années 70, Alfred Schirrer va s'inspirer de l'action menée par Max Bloch en Suisse, la reproduction en captivité. Ce sont des cigognes soit importées d'Afrique du Nord, d'Espagne, ou bien récupérées en tant que blessées légères dans notre région même et regroupées dans ces enclos, qui consistent en réalité en de grandes volières entourées d'un parc ouvert. On les met là-dedans en pension durant 3 années jusqu'à leur maturité sexuelle, auquel moment on leur rend la liberté et elles choisissent ce qu'elles veulent. Et de cette façon-là, on arrivera à repeupler, je ne veux pas dire tous les nids d'Alsace, mais une grande partie. Le zoo de l'Orangerie à Strasbourg. Les enclos de cigognes y existent toujours. Ce zoo a été dès le début, auprès d'Alfred Schirrer, à la pointe du combat. L'objectif premier, faire revenir au plus vite les cigognes dans la capitale de l'Alsace. À cette époque, Lucien Gangloff était vétérinaire au zoo. Avec sa femme, ils se sont personnellement dévoués au retour de la cigogne. Ils n'ont pas hésité pendant des années à mettre à disposition leur garage, leur jardin et jusqu'au coffre de leur voiture. Et voilà comment ça s'est passé. Les cigognes étaient sur une litière de paille, et puis on les mettait en nombre assez important pour qu'on puisse les nourrir en même temps et d'une seule fois. Et les résultats étaient à peu près ceux-là. C'est un élevage, une partie de l'élevage de 1974. Une fois les cigognes plus âgées, vers 2 mois, allaient à l'orangerie. Et nous avons ici un lot de cigognes de l'orangerie. Et le résultat était extrêmement intéressant puisque ces cigognes sont restées à Strasbourg et ont repeuplé Strasbourg de telle façon que maintenant, cette année, nous avons 52 nids à Strasbourg.
ce nid est l'objet de bien des soins. Pendant la période d'accouplement, le couple le rafraîchit s'il convient à la femelle, car c'est elle qui décide du lieu de ponte. Sinon, il en bâtit un nouveau. Dès lors, c'est un apport incessant de matériaux. Branches pouvant mesurer jusqu'à 3 cm d'épaisseur, mousse, herbes et autres éléments moins naturels comme des chiffons ou de la ficelle pour tapisser l'intérieur. S'il s'agit d'un nid déjà existant, les oiseaux le rehaussent d'une nouvelle couche. D'année en année, il devient monumental. 2 mètres de diamètre, plus de 1,50 m de hauteur, un poids de 200 à 400 kg, parfois dangereux en zone habitée. Sa taille et sa structure permettent à de petits oiseaux d'y loger. Avec l'apport de matières organiques, s'installe aussi toute une faune d'insectes, de vers, un véritable petit écosystème. En Alsace, à la fin des années 70, nombreux sont ceux qui ont voulu suivre Alfred Schirrer et sa méthode de réintroduction. D'abord de simples particuliers, attachés sentimentalement à l'oiseau symbole de leur région. Ainsi la famille Klaus, à Steinbourg, dans le Bas-Rhin. Jean-Claude Klaus, électricien de son métier, a élevé des cigognes dans son jardin, puis les a relâchées. Il continue de les suivre, elles et leur descendance. J'ai grandi avec les cigognes et après il fallait les aider, donc on les aide toujours avec mon fils, le petit-fils, toute la famille. C'est l'union qui fait la force, quoi. Michel, 70 avec la ID. Ma femme et moi, donc on a suivi M. Schirrer. Et on a commencé avec 2 enclos, avec 2 couples. Et le contact est resté très, très fort. Donc M. Schirrer, c'est vraiment le bon Dieu des cigognes. Il avait ce chic d'utiliser ce qu'il trouvait, une charrette de foin avec une échelle dessus. Parce que l'échelle était trop courte. Voilà, alors il a vu le paysan qui passe avec sa charrette de foin. Allez hop, vous pouvez venir, vous vous mettez et puis je mets mon échelle. Et comme ça, il a pu baguer. De cette manière parfois acrobatique, Alfred Schirrer a pu entrer dans l'intimité de la cigogne, surveillant les pontes et comptabilisant les œufs éclos, nid par nid. Entre avril et début mai, les cigognes pondent généralement entre 3 et 5 œufs, à 48 heures d'intervalle chacun. Dans la journée, les 2 parents se relaient pour couver. Un mois plus tard, l'éclosion est, elle aussi, échelonnée. Ce qui fait qu'entre le premier et le dernier né, il peut y avoir une différence de taille et de vitalité telle que le dernier a moins de chances de survie. Le duvet grisâtre des poussins laisse place à la livrée de plumes blanches au bout de 3 semaines. Les parents les nourrissent en régurgitant le contenu de leur jabot au centre du nid. D'abord des vers ou des insectes enrobés de salive, puis la taille des proies augmente graduellement. Les responsables du parc de Unavir, près de Colmar, se sont inspirés eux aussi d'Alfred Schirrer. Et ils ont voulu ajouter une dimension touristique à la réintroduction des cigognes. Alors dans la nature, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire que les parents vont régurgiter la nourriture dans le nid et c'est le petit qui va se servir. Ce n'est pas la becquée comme chez d'autres espèces. Donc la cigogne, elle est carnivore. Donc le parc a été fondé par mon oncle Jacques Renaud. Mon père a repris le flambeau dans la foulée. Et ces 2 passionnés d'oiseaux, ainsi qu'en s'entourant de plusieurs ornithologues qui étaient déjà passionnés de la cigogne, se sont permis d'aller récupérer 200 cigognes en Algérie, au Maroc, qu'ils ont reproduit. Beaucoup de gens, forcément, n'étaient pas d'accord, mais avec
acharnement, avec passion, et puis parce qu'ils y croyaient. De toute façon, ils étaient persuadés qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait faire quelque chose qui était malheureusement un peu contre nature, enfermer des oiseaux pendant 3 ans. Tout ce que j'ai appris finalement avec mon père, j'essaye de le retransmettre au fur et à mesure avec... Ah ben là, je suis bien content parce qu'en fait, on a à côté de nous une cigogne qui a 19 ans, qui a été forcément donc élevée par mon père, l'instinct migratoire enlevé. Donc là, forcément, on s'est approché un peu trop près du nid et elle vient voir si on n'a rien fait de spécifique. Je vais juste couper quelques branches pour pas qu'elles soient gênées quand elles vont commencer à écarter leurs ailes. Le parc de Hunavir a été pendant plus de 30 ans le plus gros centre de réintroduction d'Alsace. 600 cigognes du parc ont retrouvé leur liberté dans la région. À partir du début des années 80, la cigogne est même devenue un enjeu politique en Alsace. Une association, l'Aprecial, a été créée par le Conseil général du Haut-Rhin pour coordonner les actions de protection et gérer les enclos de réintroduction comme celui-ci. Pour Gérard V, qui en est aujourd'hui le directeur, le succès de la réintroduction est total. Il y a maintenant 3 fois plus de cigognes en Alsace qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes arrivés maintenant à un stade où l'ensemble des centres de réintroduction seront assez rapidement fermés dans un délai de 3 à 4 ans et donc nous passerons à la gestion des oiseaux libres. On continuerons la protection, mais aussi tout ce qui est pédagogie et en fait réappropriation de la cigogne telle qu'elle était chez nous autrefois. En fait, la mise en place de ce réseau Village Cigogne d'Alsace, c'est concrétiser ce qui a été fait, dire ce qui a été fait, mais surtout s'engager aussi pour l'avenir, pour continuer à protéger les milieux, c'est extraordinairement important. Mais aussi, l'image de l'Alsace, c'est la cigogne, donc continuer à la protéger. Elle va où elle veut, mais tout compte fait, elle s'est toujours sentie bien avec les Alsaciens, puisqu'elle a choisi de construire sa maison sur notre maison. Ribeauvillé est la seule sous-préfecture portant un nid de cigogne. En échange du label Village Cigogne d'Alsace, la municipalité signe une charte de défense de l'oiseau et de son milieu. Une manière de mêler protection de la nature, pédagogie et patrimoine régional. Ah, c'est drôle de signer avec une plume. Hein. Oh là là. Lorsque l'on questionne la population alsacienne, qu'est-ce qui symbolise le plus l'Alsace? La première des réponses, c'est la cigogne. Donc la cigogne est un oiseau auquel la population alsacienne est très attachée. Et souvent on peut dire que là où est la cigogne, eh bien, c'est que le monde est en bon état. Cigogne, cigogne, cabre-toi, apporte à moi des petits pains, un pour moi, un pour toi, même pour les méchants garçons, aucun. Bravo. Il y avait la cigogne des villes, en Alsace, en Suisse ou en Allemagne. Surprise, il y a maintenant celle des champs. En Normandie, près des plages du débarquement, des cigognes sont venues s'installer. Leur arrivée a été plus discrète et naturelle qu'en Alsace. Ici, pas d'enclos ni de relâchés. Observant l'arrivée de quelques couples nicheurs, des ornithologues ont voulu favoriser et pérenniser cette installation. Donc ça, c'est le dernier nid qui s'est installé. Mais bon, il est très très bas. Ils sont installés il y a 3 semaines seulement. Bon. Là, ici, c'est la femelle la plus âgée de la colonie, donc qui a plus de 10 ans, je pense.
Puis les nids, ça nourrit là-bas. Hein. Alain Chartier a suivi l'installation de la cigogne dans le parc régional du Cotentin et du Bessin. D'abord par des nids isolés, puis de vraies colonies. En Normandie, les premières colonies ont commencé à exister en 2001. Et sur le château de la Rivière, donc le premier couple s'est installé récemment, en 2006. Et cette année, donc, il y a 11 nids avec des adultes qui couvent. C'est une évolution qui tient au fait que les oiseaux sont devenus relativement coloniaux, alors qu'au départ, ils étaient tous très territoriaux et donc empêchaient tout couple de s'installer à proximité de leur nid. Les premiers couples ont commencé à nicher en 1970. La progression fut relativement lente au début, avec une montée jusqu'à 5-6 couples dans les années 80-82, et ensuite une chute très nette jusqu'en 87, à tel point qu'on a cru que l'espèce allait disparaître. Et à partir de cette période-là, il y a eu une reprise très nette. Et l'année dernière, donc, il y avait 161 couples nicheurs, et cette année, donc, on est arrivé à 190. Cette tendance a été observée dans d'autres régions de l'ouest de la France. Un réseau s'est alors créé, le groupe Cigogne France, pour mettre en commun les données récoltées par l'observation et le bagage des cigognos. Ce travail long et délicat est le plus souvent pris en charge par des bénévoles comme Alain et Bernard. C'est le plus gros, ça? Ouais. Bah, il n'est pas très gros. Donc bah, le but du bagage, hein, c'est de pouvoir ensuite suivre les oiseaux individuellement. Donc grâce à cette bague métal qui est en fait la carte d'identité, et une bague gravée qui elle aussi est unique au monde. Il n'y a pas d'autres oiseaux qui vont avoir ce code-là, mais qui bien sûr peut se lire à distance à l'aide du télescope, alors que c'est quand même beaucoup plus dur avec les petites bagues métal. Il n'y avait rien sur le nid, pas de saleté? Non, parfaitement propre. Petit, hein, la circonférence. Donc là, bah, tu mets AZXS. Toutes ces mesures-là, c'est plus pour avoir la chronologie des naissances qu'autre chose. 92. Une fois capturés, la peur et l'instinct de survie fait tomber les cigognos dans une sorte de catalepsie qui facilite les manipulations. 29, 3. L'âge des oiseaux doit être soigneusement évalué avant leur capture. Trop jeunes, les bagues ne sont pas adaptées à leurs pattes. 3 kg 550. Plus vieux, ils peuvent être tentés de s'envoler et tomber du nid. Plus au sud, en Charente-Maritime, mêmes opérations de bagage. Ici comme en Alsace, la protection de la cigogne se transmet en famille. Jean-Claude Barbreau a posé la première plateforme de nidification dans ses marais de brouage. Son fils Christophe est devenu chercheur au CNRS. Et donc il y a bien 5 poussins de cigogne. Alors les codes, ça va être BBPT, BBPT, PU, PV, PW et PX. Là, on est en train de baguer des cigognos dans un arbre, donc c'est une situation un peu particulière pour nous, puisque la majorité du bagage se fait sur des plateformes artificielles qui ont été montées. Mais il faut savoir qu'actuellement, l'essentiel de la population, donc à peu près les 2/3, sont sur des supports naturels, donc dans des arbres, soit des arbres isolés, soit il y a des colonies de cigognes dans le même arbre. Et ça, c'est une situation qui a changé, puisqu'au départ, l'essentiel de la population était sur des plateformes, et petit à petit, via l'augmentation de la population, d'autres habitats ont été colonisés et beaucoup d'habitats naturels. 212. Moi je suis convaincu, c'est ce que montrent aussi les données de bagage et les données climatiques, c'est qu'une grosse partie des causes de cette augmentation, en fait, elles ne sont pas ici forcément, mais elles sont situées à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, donc sur les zones d'hivernage des cigognes qui sont essentiellement en Afrique sahélienne et subsahélienne, donc toutes les zones humides qui bordent le Niger. Et en fait, si on reprend un peu l'historique des populations de cigognes en Europe de l'Ouest, on a eu une énorme diminution dans les années 60-70, partout.
Et cette diminution était due à une grosse sécheresse qui a eu lieu pendant ces années-là sur les zones d'hivernage, qui fait que cette sécheresse faisait en sorte qu'il y avait beaucoup moins de nourriture pour les cigognes pendant l'hiver, et donc il y avait un accroissement de la mortalité. Et depuis la fin des années 90, on est revenu dans une situation de pluviométrie normale, entre guillemets, ce qui fait que la mortalité sur les zones d'hivernage a diminué, et il y a de plus en plus de cigognes qui, d'une année à l'autre, revenaient sur leur zone de reproduction en Europe. C'est pour ça qu'elles ont tenu. Contrairement à l'Alsace, la Suisse ou le sud de l'Allemagne, l'ouest de la France n'est pas le territoire d'un retour, puisque la cigogne n'y nichait pas de façon régulière. C'est celui d'une conquête naturelle à partir d'un coup de pouce des hommes. La pose de plateforme et la protection du milieu. La réussite est tout aussi spectaculaire. Donc nous sommes ici au niveau de la tour de Brou, qui est un site avec une particularité, c'est cette vision globale sur les 11 000 hectares du marais de Brouage. Ces marais sont en fait une zone essentielle pour la nidification de la cigogne blanche en Charente-Maritime. La Charente-Maritime est désormais le 2e département de France en termes de nombre de couples nicheurs, et c'est aussi le 1er département de France en termes de production de jeunes, c'est-à-dire du nombre de jeunes à l'envol qui décollent de notre département chaque année. Nicolas Gendre et Michel Coppen, spécialistes de la cigogne au sein de la Ligue pour la protection des oiseaux, veillent à ce que cette réussite perdure. Pour cela, il faut que les besoins alimentaires de la cigogne soient satisfaits à proximité des nids. Au mois de juin, les cigogneaux grandissent, leur appétit aussi. Les parents sont obligés de s'absenter de plus en plus longtemps pour apporter de quoi nourrir leur progéniture 8 à 10 fois par jour. La cigogne est carnivore et opportuniste. Dans les étangs et marécages peu profonds, les champs ou les prairies aux herbes basses, elle avance lentement, aux aguets, bec abaissé. Elle frappe sa proie d'un coup de bec, puis elle l'engloutit. Elle peut happer au vol des insectes, avaler des vers de terre, de petits poissons, des limaces. Un régime très varié. Mais ici, dans le sud-ouest de la France, sa proie préférée est l'écrevisse de Louisiane. Une espèce arrivée en Europe à la fin des années 60 et qui envahit de plus en plus de cours d'eau et d'étangs. Si les cigognes s'installent durablement, c'est aussi grâce à cette nouvelle source de nourriture. Ça, ce sont des pelotes de réjection de poussins de cigogne. Et donc dedans, on voit qu'il y a, depuis le début, elles consomment essentiellement des insectes aquatiques. Et donc de plus en plus, et surtout à partir de la fin des années 90, elles se sont mises à manger une espèce introduite qui sont les écrevisses de Louisiane. Et on voit ici les restes de bouts d'écrevisses ici. Et on voit la coloration des pelotes qui est dominante rouge, on voit ici, là, qui en fait est donnée par la grosse proportion d'écrevisses qui sont dans le régime alimentaire. Et donc ça a aussi un effet sur la coloration des tissus, notamment de la peau, des pattes et puis du bec, puisqu'on a vu une évolution de la couleur de ces parties-là, qui sont devenues plus rouge-orangé, notamment avec des becs qui sont relativement rouges, même chez des jeunes oiseaux qui sont avant l'envol. Et dans les zones cultivées, l'opportunisme de l'oiseau lui fait suivre les engins agricoles de fauche ou de labour. La cigogne sait qu'insectes, vers et micro-mammifères font ainsi surface. Il n'y a plus qu'à se baisser pour en profiter. La familiarité entre hommes et cigognes se noue aussi de cette manière. Depuis la tempête 99, l'espèce a conquis en quelque sorte les arbres morts ou les arbres étêtés suite au grand coup de vent. Et ici, nous nous trouvons à côté de la première et de la plus belle colonie de Charente-Maritime. Cette colonie abrite actuellement 27 nids, dont 23 occupés. Comme c'est un oiseau qui ne commet pas de dégâts apparemment, donc il est largement accepté par les populations.
du fait de sa proximité en plus, l'espèce niche proche de l'homme, et puis la beauté, le vol, et puis bon, c'est un oiseau surtout chargé d'histoire. On connaît l'histoire des bébés protégés et emportés par les cigognes. On se laisse rêver à ces voyages lointains en Afrique, et on attend surtout son retour sur les sites de reproduction, chaque printemps ici. Préservation du milieu, sites de nidification, écrevisses en abondance. Tout cela permet à la cigogne de faire de toute zone de marais peu habitée son territoire, quitte à choisir des endroits très inattendus, voire périlleux pour nicher. Ainsi sur cette ligne SNCF dans les Landes. Un premier nid a été remarqué en 1995. Ils sont maintenant une trentaine. Malgré le bruit et les vibrations à chaque passage de rame, les cigognes y sont à l'abri des prédateurs et à un coup d'aile des étangs où elles se nourrissent. Elles ont même adopté les lignes à haute tension qui ont tué tant de leurs congénères dans le passé. Non sans conséquence, car leurs énormes nids peuvent provoquer des ruptures de courant. Alors, après avoir inventé des protections pour éviter aux cigognes l'électrocution, l'homme a dû protéger les pylônes et y ajouter des structures adaptées au nid. Si la belle expansion de la cigogne en Europe s'explique par la fin de la grande sécheresse au Sahel et par l'aide des hommes, l'existence d'un véritable réservoir pour l'espèce au sud des Pyrénées a aussi joué un grand rôle. En Espagne, si la population de cigognes blanches a souffert au cours des années de sécheresse au Sahel, jamais il n'a été question de disparition. Aujourd'hui, plus de 35 000 couples sont recensés sur l'ensemble de la péninsule ibérique, c'est-à-dire 20 fois plus qu'en France. La cigogne y vit en colonies parfois très importantes, de plusieurs dizaines de nids. On les rencontre à la fois en pleine ville, figure familière de la vie citadine, et dans des sites naturels isolés, comme cette formation rocheuse, en Estrémadure. Juan Pablo Prieto Clemente est l'un des spécialistes espagnols de la cigogne blanche. Nous savons que la cigogne blanche a toujours été présente en Espagne. À l'époque très difficile de la guerre civile, quand il y avait la famine, les cigognes ont été tirées et mangées par les gens. On se nourrissait des œufs, mais également des oiseaux adultes. De ce fait, à cette époque, la population de cigognes a diminué. Mais depuis, elle a augmenté d'une manière considérable. La cigogne blanche est une espèce protégée en Espagne. Il y a eu beaucoup de mesures pour permettre leur protection. On a fait par exemple des plateformes sur les toits des maisons pour augmenter le nombre de nids. Il y a des municipalités comme celle de Malpartida de Caceres où l'on organise une semaine dédiée à la cigogne. Ce sont des initiatives très intéressantes que d'autres villes pourraient reproduire. Malpartida de Caceres fait partie d'un réseau des villages européens de la cigogne. Il s'agit de 10 villages de différents pays d'Europe qui se sont réunis dans le but d'échanger leurs expériences et de permettre aux touristes de venir visiter le village tchèque de la cigogne, le village allemand de la cigogne, le village espagnol de la cigogne.
Cela représente une vraie relance du tourisme, parce que cela veut dire que ces gens vont à l'hôtel ou au restaurant et qu'ils dépensent leur argent au bénéfice de l'ensemble de la communauté. Plusieurs facteurs expliquent le foisonnement de cigognes en Espagne. La situation géographique, sur la route migratoire nord-sud, le climat, intermédiaire entre ceux d'Afrique du Nord et d'Europe, des milieux naturels favorables, avec une grande variété de proies, dont les inévitables écrevisses de Louisiane. Et puis il y a les décharges à ciel ouvert. En voie de fermeture pour répondre à une directive de Bruxelles, elles demeurent nombreuses en Espagne, comme dans d'autres pays d'Europe. Pour la cigogne, ces décharges représentent l'aubaine d'un garde-manger facilement accessible en toute saison. Son opportunisme alimentaire s'y exprime pleinement. Cela n'est évidemment pas sans danger. L'ingestion d'élastiques pris pour des vers de terre ou de matières plastiques, évidemment non digérées et souvent rapportées au nid, tue chaque année des centaines de cigognes. Mais ces décharges en font vivre bien plus. Un tel garde-manger ne peut qu'inciter la cigogne à devenir sédentaire. Alors, que se passera-t-il lors de la fermeture programmée de ces sites ? En France, l'exemple de ce qui est arrivé à la réserve naturelle du Tech en Gironde est significatif. Claude Feignier est l'un des ornithologues qui gère le site. En 2006, cette colonie sur la réserve du Tech arrive à 86 nids, vraiment une densité très très forte sur le site. Et surtout un hivernage très important, puisque fin décembre, on a 244 cigognes qui passent l'hiver ici, avec des oiseaux qui arrivent d'Allemagne, de Hollande, etc. Et 1er janvier 2007, le centre de traitement des ordures, qui est à 3 km d'ici, ferme. Enfin, c'était un long combat des écologistes du coin pour faire fermer ce lieu qui était un lieu scandaleux, où les cigognes, on savait que les cigognes allaient s'alimenter assez régulièrement. Donc on pensait qu'il y aurait un impact, une incidence, mais pas à ce point. C'est-à-dire que en 8 jours, on passe de 240 oiseaux en hivernage à 8. Vraiment une disparition totale du groupe, et l'année suivante, juste 22 nids qui s'installent avec une productivité de jeunes qui s'effondre totalement. C'est-à-dire qu'on avait là, en fait, une situation, on avait favorisé une situation de dépendance totale par rapport à une décharge d'ordures. Et là, on est en train de revenir sur un état normal, naturel, quelques années après, mais on est à peine sur 12 couples avec une productivité en jeunes toujours très très faible. Les cigognes du Tech pondent moins parce que la nourriture n'est plus aussi abondante. Elles évitent qu'il y ait trop de becs à nourrir. Elles s'adaptent, mais elles reviennent. Lorsque la cigogne ne pourra plus compter sur les décharges pour se nourrir en toute saison, elle retrouvera sans doute pleinement sa nature d'oiseau migrateur. C'est la dernière étape à franchir, un dernier enjeu qui rassemble les pionniers de la réintroduction et les naturalistes. La biologiste Sylvie Massemin-Chalet a comparé les effets de la sédentarité et de la migration sur la reproduction. Dans la région de Strasbourg, elle fait des comptages grâce à un dispositif artisanal, mais efficace. Donc on a mis en place une caméra sur une canne à pêche, puisque les nids sont très difficiles d'accès. L'idée, c'était de savoir si en fait, le comportement migratoire pouvait avoir un effet sur le succès reproducteur, puisque depuis la réintroduction des cigognes en Alsace, la population est constituée de 2 groupes, des cigognes qui migrent et des cigognes qui passent l'hiver en Alsace et donc qui sont sédentaires. Pour confronter ces observations à celles de l'époque où toutes les cigognes migraient, Sylvie Massemin-Chalet a pu consulter les carnets de notes d'Alfred Schirer, le monsieur cigogne d'Alsace. Conclusion, si les cigognes sédentaires pondent autant, voire plus d'œufs que les migratrices, le nombre de cigogneaux à l'envol est plus bas chez elles. Pour l'avenir de l'espèce, revenir à la migration ne peut être que bénéfique. Tout comme pourrait l'être une meilleure connaissance du séjour hivernal des cigognes.
cette partie de leur vie reste assez mystérieuse, par manque d'observation et de comptage en Afrique. Depuis une vingtaine d'années, on a cependant trouvé le moyen de suivre les cigognes à la trace, qu'elles soient migratrices ou sédentaires, par la pose de balises Argos. C'est ce que fait ce jeune chercheur en écologie, Damien Chevalier. Alors vous voyez ici des migrations de 3 cigognes qui ont été équipées en 2010 et qui sont parties de la région Bourgogne en passant évidemment par le détroit de Gibraltar pour aller ensuite en Mauritanie sur la zone de Magama qui est une zone quand même très connue comme zone d'hivernage des cigognes noires mais aussi cigognes blanches. Nous avons utilisé dans un premier temps des balises Argos GPS solaires qui nous donnent une localisation par heure ainsi que l'altitude et aussi la direction de vol de l'oiseau. À ces balises se rajoutent des accéléromètres 3 dimensions que nous sommes en train de tester actuellement. Donc ces accéléromètres ont été testés d'abord sur des oiseaux en captivité et on pourra exactement savoir quand est-ce qu'ils se déplacent, quand est-ce qu'ils se nourrissent, quand est-ce qu'ils se reposent, dans quel habitat il le fait. Les données sur les zones d'hivernage sont très importantes pour nous puisqu'on a pu mettre en évidence que les conditions d'hivernage en Afrique de l'Ouest ont un impact direct sur le succès de reproduction, sur les zones de reproduction en Europe. La fin de l'été approche, le temps de la migration est venu. Les jeunes ont appris à voler, les nids se vident peu à peu. Les cigognes prennent les courants ascendants, montent à plusieurs centaines, parfois des milliers de mètres d'altitude. Puis elles se laissent planer en direction du détroit de Gibraltar, de l'Afrique du Nord et du sud du Sahara. À raison de 150 à 300 km par jour, elles y seront en moins de 3 semaines. Elles y passeront toute notre saison froide, avant de revenir, si tout va bien, comme un signe du printemps, sur leur territoire d'Europe de l'Ouest. Des territoires reconquis avec l'aide de l'homme.